Bienvenue à Question d'Info. Terrorisme, montée des extrêmes, crise. Face à la montée des périls, le temps est-il venu de pratiquer l'union sacrée? Et puis François Hollande peut-il vraiment être un homme de synthèse? Invité de Question d'Info aujourd'hui, François Bayrou, le président du MoDem et le maire de Pau. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Bayrou, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Alors sur l'emploi, François Hollande dit qu'il n'y aura de l'emploi que s'il y a de la croissance. Il ajoute que l'essentiel, c'est la confiance, c'est le moteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous pensez que la confiance peut revenir d'ici la fin de ce quinquennat? C'est l'actualité qui veut ça. Donc c'est le genre de déclaration qui enfonce des portes ouvertes et qui dit à peu près ce que tout le monde pense. J'ai une vision un tout petit peu différente. Je pense qu'il n'y aura de reprise de l'emploi réellement, et d'ailleurs de croissance, que si le monde des créateurs d'activités, des entrepreneurs, de ceux qui innovent, qui ont des idées pour l'avenir, est suffisamment assuré de sa situation dans la société française pour y aller de bon cœur. C'est ça la confiance. Je ne sais pas si c'est ça la confiance, mais ça signifie par exemple qu'il faut retrouver la sécurité juridique, la sécurité fiscale, le fait qu'on sache à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans où on va. De ne pas changer de loi tout le temps. C'est à peu près. Et de Arrêter de multiplier. Pas au-delà. Arrêtez de multiplier les lois, les textes, les règlements, les normes, les contrôles de toute nature, le plus souvent infondés, qui donnent à tous ceux qui sont créateurs d'emplois, créateurs d'activités et d'emplois, parce que les deux vont ensemble, un sentiment d'insécurité. C'est au moins le moyen terme. Mais au niveau des indicateurs actuels, est-ce qu'il y en a qui vous rendent optimiste ou au contraire, vous êtes encore, ça vous laisse toujours... Non, je crois avoir dit à ce micro que je partageais pas l'optimisme général sur le fait que la baisse de l'euro conjuguée à la baisse du pétrole allait nous rendre l'activité. Je ne pense pas ça parce que je pense qu'il n'y a de bon vent, de bonne météorologie que pour les bateaux qui sont sains et en bonne santé. Est-ce qu'on est sur la bonne voie dans ce que vous dites ou pas? Non, pour l'instant, on n'a rien fait de fondamental. Et si vous observez les chiffres, d'une part, les déclarations de tous les observateurs, par exemple de l'Union européenne sur la situation de la France, ils disent tous la même chose. La baisse du chômage du mois de janvier, ça va, c'est quoi? C'est un épiphénomène? Oui, mais vous en êtes vous-même désolé il y a quelques semaines en disant que voilà, sur la loi Macron, alors qui était un petit pas, vous l'aviez dit, la droite et la gauche ont été incapables de s'entendre. Eh bien, c'est exactement. Les Français, on a l'impression que c'est raté. Alors, il y a 2 raisons principales à la situation que je décris, qui est une situation de perpétuelle insécurité. Il y a 2 raisons principales. Premièrement, le fait qu'on ne voit pas clair, l'absence de vision. Le fait que les dirigeants successifs ou les gouvernants successifs n'arrivent pas à expliquer clairement au pays, peut-être parce qu'ils ne le voient pas, dans quelle direction il faut aller. Vous mettez tout le monde dans le même sac, Sarkozy-Hollande? Oui, ça fait 15 ans, disons, que la courbe descend perpétuellement. C'est à peu près ça. Et donc, il n'y a pas de réel changement, de réelle rupture. Si vous prenez le déficit, la dette, la situation de l'emploi, l'absence de croissance, tout ça va à peu près dans le même sens depuis 15 ans. Donc, absence de vision. Et deuxièmement, il n'y a pas l'assise politique pour qu'une politique courageuse puisse être mise en place. Alors vous venez de citer la loi politique, la loi Macron. Oui, pas d'assise politique. Pas d'assise politique où il faudrait un consensus. Parce qu'on pourrait imaginer, on appelait ça autrefois, et j'y suis très attaché, les majorités d'idées. On pourrait imaginer que sur 3, 4, 5 grands sujets, le monde des responsables politiques soit capable de mettre de côté ces querelles et ces affrontements pour dire on va aller de l'avant. Et ça, au moins, on va le faire. Et est-ce que ça peut se faire, ça, ces majorités d'idées? Est-ce qu'on peut les trouver avant, à 2 ans ou 2 ans et demi d'une présidentielle? Non, on ne peut pas. Charlie, ça se trouve même pas. On ne peut pas les trouver avant l'élection présidentielle parce que, Françoise Fressos, vous l'avez écrit et je crois que vous avez raison, parce que notre pratique politique commandée non pas par nos institutions, mais par les règles électorales l'empêche.
On est dans un système qui est un système complètement faux, complètement artificiel, dans lequel la représentation du pays n'est pas juste. Règle électorale, vous parlez de la loi électorale. La loi électorale, donc pas de proportionnel, en gros. Mais, c'est ça. Le président de la République a visiblement tourné la page là-dessus. Oui, apparemment. Après, on va voir ce qui va se passer après le résultat des élections locales du mois de mars. Vous n'avez pas renoncé à l'idée qu'il pourrait y avoir une réforme électorale ? Mais je n'y renoncerai jamais parce que je ne parle pas de décisions d'opportunité, de décisions agréables pour les uns ou agréables pour les autres. Je parle des fondamentaux de notre pays. La situation dans laquelle nous sommes est une situation malsaine et dangereuse. Elle est malsaine parce que quand vous avez 50% des Français qui ne sont pas représentés. Alors je refais le calcul parce que vos confrères et consoeurs m'ont interrogé sur ce point avec des points d'interrogation. Si vous prenez les derniers sondages d'intention de vote présidentielle qui traduisent le mieux les grands courants du pays, intention de vote présidentielle avec des candidatures qui ne sont absolument pas d'actualité, mais ce qu'on sent. Au fond, le Front National est mesuré à entre 25 et 30%, voire plus. Voire 33 dans un sondage récent. Je suis moi-même mesuré autour de 11 et quelquefois plus selon les périodes %. Mais Jean-Luc Mélenchon, comme image du Front de gauche, on va dire, est lui aussi autour de 10, 9, 10, quelque chose comme ça. Si vous additionnez 9 et 11 et 30, ça fait 50. Et vous avez donc 50% des Français, des électeurs français, qui n'ont aucune représentation, dont la voix n'est pas présente dans les débats à l'Assemblée nationale, sauf épisodiquement. Le Front National a 2 élus, le MoDem a 2 élus, et le Front de gauche, je crois, le Parti de gauche, aucun, je crois. Mais enfin, vous voyez bien que tout ça est en réalité d'une absolue injustice. Et c'est malsain. Et donc il y a urgence à réformer ça. Je veux ajouter un argument qui n'est pas souvent repris. Avec cette règle électorale, la voix d'un électeur de gauche à Neuilly ne sert jamais à rien. La voix d'un électeur de droite à Saint-Denis ne sert jamais à rien. Pas la peine qu'ils aillent voter. Et le centre ? Et le centre, c'est la même chose dans les deux. Mais il y a un argument en ce moment qui dit... Et donc tout ça, c'est malsain. Permettez-moi d'ajouter la deuxième idée. J'ai presque fini. Le scrutin majoritaire. Eh bien, j'y viens. La menace FN, faire rentrer le FN en masse à l'Assemblée. Je considère que c'est non seulement malsain, mais dangereux, parce que la règle du scrutin majoritaire, c'est que à un moment... l'eau passe par-dessus la digue. Et jusqu'à ce seuil, elle empêche la représentation. À partir de ce seuil-là, elle multiplie la représentation. Elle l'amplifie. Elle peut l'amplifier. Et vous allez vous retrouver un jour ou l'autre avec cette vague qui va en réalité donner, ou qui risque de donner la totalité du pouvoir. Elle permet justement donc de représenter tout le monde et elle empêche un excès. Exactement. Elle permet 3 choses. Premièrement, elle assure la justice qui est de représenter tous les grands courants d'opinion. Tous ceux qui sont au-dessus de 5%, c'est la règle de tous les pays européens continentaux. Premièrement. Deuxièmement, elle permet des accords entre formations politiques. C'est-à-dire, dans le schéma que je développe devant vous, qui est celui de majorité d'idées sur les grands sujets, elle permet cela, comme on le voit en Allemagne. Et troisièmement, elle garantit que s'il y avait un jour risque de voir des partis politiques qui apparaissent comme dangereux, alors les autres formations politiques doivent prendre leur responsabilité. Ça veut dire que pour vous, et donc c'est à la fois 3 avantages: la justice d'un côté, la possibilité d'agir pour des réformateurs, deuxièmement, et troisièmement, la garantie qu'il n'y aura pas de risque pris. Ça veut dire que pour vous, la proportionnelle, ça serait un scrutin anti-FN. C'est exactement ça. Non, ça serait un scrutin juste. Parce que les électeurs du Front National ont le droit d'être représentés. Et c'est moi qui le dis. Et c'est moi qui le dis, qui me suis battu, comme vous savez, toute ma vie contre ces thèses. Et cependant, je dis, ces électeurs qui sont des compatriotes ont le droit
indiscutable d'être représentés. Il n'y a aucune raison que les 40% des voix que représentent l'UMP et le PS ensemble et toute la représentation, alors ça, 40 ou 45%. Vous avez rencontré... Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur donne le droit quelle est la légitimité qui fait que ces deux partis dont on peut dire au minimum qui n'ont pas réussi dans les 20 dernières années, qu'est-ce qui donne le droit que ces deux partis aient la totalité de la représentation ? Depuis 2012, vous avez rencontré à plusieurs reprises François Hollande, le président de la République. Vous lui avez parlé de ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut évoluer sur ce sujet ? Parce qu'en dernier lieu, c'est lui qui décide. Notamment après les départementales. En dernier lieu, c'est lui qui décide. En dernier lieu, c'est les citoyens français qui décideront. Ou le Parlement. Non, les citoyens français, au bout du compte. Vous me demandez, oui, j'ai très souvent parlé de ce sujet à François Hollande. J'ai même eu plusieurs fois l'impression de l'avoir convaincu. Excusez-moi de vous dire, j'avais tellement l'impression de l'avoir convaincu sur ce sujet crucial que c'était son programme. Le programme qu'il a présenté devant les Français, les engagements qu'il a pris devant les Français, allaient dans le sens d'une introduction. Nicolas Sarkozy était d'accord. D'une introduction de proportionnel. Nicolas Sarkozy aussi. Ils sont tous d'accord pour parler et ils ne font jamais rien. Non, mais quand on vous entend parler, on a l'impression que pour vous, c'est pas une installation d'une dose de proportionnelle, c'est éventuellement la proportionnelle intégrale. Alors, on pourrait entrer beaucoup dans les détails de cette affaire. Vous avez par exemple un scrutin en Allemagne qui permet d'avoir le choix par les électeurs dans les circonscriptions et après un rééquilibrage qui donne au bout du compte un résultat qui est un résultat totalement juste sur cette règle-là. Mais oui, j'ai eu le sentiment souvent d'avoir convaincu François Hollande sur ce 2017, c'est faisable. Et puis je constate que déclaration après déclaration, il y a d'abord eu des moments louvoyants et il y a maintenant des moments qui paraissent sourds à cet objectif. Vous pensez en fait que le meilleur système, ce serait une proportionnelle intégrale ? D'abord, je pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire autrement. Parce que on va pas se lancer dans un redécoupage des 500 et quelques circonscriptions françaises. Tout ça est impossible et c'est trop tard. Je dis que pour la justice, pour le besoin de réforme du pays et pour la sécurité contre des risques si des risques apparaissaient, cette loi électorale est la seule qui réponde aux exigences du temps. Après, il y a des hommes politiques courageux, il y a des hommes politiques qui renoncent au courage, ça c'est une autre chose. Et pour moi, en tout cas, l'heure est aux hommes politiques, aux femmes politiques courageux et qui acceptent de faire face à leurs responsabilités et de voir la gravité des temps. Alors aujourd'hui, dans le Parisien, François Hollande considère qu'il faut arracher les électeurs au FN. Est-ce que vous comprenez cet appel et comment on fait concrètement ? Je vais vous dire, la manière dont le monde politique français parle du Front National à perpétuité, matin, midi et soir, sous forme de leçons de morale adressées à ses électeurs potentiels, ne me convainc pas du tout. Ça fait monter l'UFN, vous pensez ? Évidemment, quand vous faites d'un courant politique, au milieu du débat, le sujet central de la vie politique, à ce moment-là, vous lui donnez une capacité d'entraînement qui est plus importante que son poids réel ne l'aurait supposé. Et en plus, je ne partage pas le fait qu'on fasse de ce sujet un sujet de leçon de morale. Si je devais, à la place de François Hollande, poser la question qui se pose aujourd'hui au pays, je dirais que la question est dans l'impuissance du monde politique tel qu'il vit depuis, 20 ans. L'incapacité à prendre des décisions, à les maintenir, à expliquer ou à partager avec nos concitoyens les exigences du moment, les exigences de l'heure, le besoin qu'on a d'avoir des responsables politiques à qui on puisse faire confiance, sur qui on puisse s'appuyer, dont on ait le sentiment que leur parole est une parole, qu'on va pouvoir leur faire confiance, qui sont cohérents au travers du temps. C'est cela qui cause la poussée extrémiste que nous connaissons aujourd'hui en France. Que lundi matin, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, lui a soulevé un tollé
en parlant de FNPS, comme si donc il y avait une alliance objective entre le FN et le PS. Est-ce que cette expression de FNPS vous a choqué, vous aussi ? C'est exactement de l'ordre des slogans publicitaires que le monde politique utilise pour mener le combat. Évidemment, vous voyez bien que c'est l'impuissance conjointe. En fait, vous l'impuissance conjointe. UMPS aussi, c'est un peu l'impuissance conjointe des deux partis de gouvernement au travers du temps, qui explique la montée du Front National, montée dangereuse pour le pays. Je veux répéter devant vous que si le Front National l'emportait, ses idées et ses thèses sont mortelles pour la France. Pas un pays ne pourrait survivre, trouver une force. C'est tout à fait arrêtable d'ici 2017 ? Je ne sais qu'une chose, combattre, défendre des idées et ne pas servir l'adversaire. Hein ? J'avais un ami autrefois pour qui j'ai une pensée affectueuse, qui est mort depuis longtemps et qui me disait quand tu sais pas quoi faire en politique, pose-toi une question, demande-toi ce que tes adversaires voudraient que tu fasses et fais le contraire. Et alors, aujourd'hui ? Et alors, demandez-vous ce que Marine Le Pen voudrait qu'on fasse. Elle voudrait qu'on parle d'elle 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et qu'on la présente comme l'ennemi public numéro 1. Si elle est l'ennemi public numéro 1 du monde politique, elle recueillera les voix de tous ceux pour qui le monde politique actuel est l'ennemi public numéro 1. Et ceci est donc la meilleure politique de communication qu'on puisse faire au service de Marine Le Pen. Moi, ce que je propose comme stratégie... Vous pensez que UMP et PS sont les meilleurs communicants pour Marine Le Pen ? Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'elle les cultive. De tracts ambulants concernant la garde des Sceaux, Christiane Taubira, ça relève de cette logique. J'ai trouvé cette formulation très choquante. Parce que c'est une manière de parler d'une personne humaine comme d'une chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une manière de caricaturer à l'extrême. Madame Taubira, il m'arrive souvent d'être en désaccord avec elle. Simplement, la situation de la politique pénale en France depuis des décennies et le recours unique à la prison. Enfin, dans l'imaginaire collectif, pas dans la réalité, évidemment. Dans la réalité, on en est très loin. Mais si l'on mesurait à quel point la prison est un pourrissoir, à quel point toutes les radicalisations dans le banditisme prennent naissance en prison, et toutes les radicalisations dans l'extrémisme religieux prennent naissance en prison. On envoie en prison des petits voyous, on ressort avec des caïds, on ressort... mais là, Christiane Taubira vous contredirait pas. Et donc, mais je n'ai pas dit qu'elle me contredirait. Je veux simplement dire que, pour ma part, je ne veux pas caricaturer comme on le fait. J'essaie, dans le débat politique, de m'éloigner des caricatures parce que les gens n'en peuvent plus. Vous voyez, s'il y avait qu'une seule chose que je ressente comme ceux qui nous écoutent, c'est que ces perpétuels slogans, manières de parler, caricatures qui font que, quelle que soit la phrase dite par l'autre camp, on est contre. Alors, et on prend et on explique que, je vais dire des choses par exemple qui se disent tous les jours dans le débat. On explique que c'est la gauche qui nous a amenés dans la situation où nous sommes. Dieu sait que je suis en désaccord avec la gauche. Dieu sait que j'ai été souvent déçu depuis 2 ans et demi que François Hollande est au pouvoir. Dieu sait que je suis en désaccord et même en affrontement avec le choix d'immobilisme que François Hollande a fait, notamment dans le domaine des institutions, notamment dans le domaine du droit social, notamment dans le domaine, et là ça a été aggravé, de la fiscalité. Je suis profondément en désaccord. Mais de là à dire que c'est la gauche qui nous a amenés où nous sommes, c'est évidemment une contre-vérité absolue. Il suffit de regarder les chiffres du déficit, de la dette et du chômage. Prenez ces 3 indicateurs entre
2007, élection de Nicolas Sarkozy, et 2015 aujourd'hui. Et sur ces 8 ans, vous allez voir qu'il s'agit d'une pente qui n'a jamais arrêté de s'effondrer. Hein, donc il faut une autre voie, on en parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure, une question de Françoise Frisson. Alors il y a aussi un contexte particulier en France qui est la montée du terrorisme. Est-ce que vous diriez que l'islamisme radical et l'extrême droite se nourrissent l'un l'autre, comme le pense Manuel Valls ? Non. Non, je suis en désaccord avec ça. Je pense qu'il y a en France un problème de terrorisme sur fond de radicalisme religieux islamiste, mais je ne pense pas qu'il y ait un jeu de vase communicant qui aille dans le sens du Front National dans cette affaire. Ça va dans le sens de caractère insupportable pour tout citoyen de voir ainsi une tentative d'instaurer une guerre de religion avec des violences qui sont pires que des violences, avec des gestes et des faits qui sont d'une barbarie innommable. Hein, on peut dire les choses comme ça. Et donc, j'ai pas envie d'en faire une lecture politique en disant au fond ils sont des alliés. Non, je ne participe pas à cette vision-là. Avec le débat autour de l'islam, justement, Frédéric Demoulin. Oui, justement, Manuel Valls a défendu mardi à Strasbourg sa vision d'un islam de France, affranchi des financements étrangers avec des imams français. Est-ce que c'est réaliste, c'est idéaliste? Enfin, comment vous voyez les choses? Comment on peut réussir aujourd'hui ce qu'on n'a pas réussi depuis des dizaines d'années? C'est la même vision que Nicolas Sarkozy. C'est la même vision que Charles Pasqua avant. C'est la même vision. Est-ce avec que éventuellement une évolution dans cette perspective de réunir l'islam de France? Oui, bon, je suis un peu sceptique sur islam de France, l'expression islam de France, parce que l'islam est une communauté. Une religion et une communauté qui ne s'accommode guère des frontières. Hein. Je veux dire qui est de la même manière. J'ai jamais pensé qu'il y avait un catholicisme de France, même s'il y a une Église en France, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et former des imams français, sans fonds étrangers. Cette question-là. Mais ça va un peu dans le sens, malheureusement. Cette question-là. Ça va un peu dans le sens donc les musulmans sont musulmans avant d'être français. Pas du tout. Il faut qu'on se mette en tête que ça n'est pas du même ordre. Ils ne sont pas musulmans en France, ils sont français. Ils sont français à part entière. De la même manière que les juifs sont français d'abord, et ensuite ils appartiennent à une communauté reliée par une conviction religieuse, une loi religieuse, des observances, de la même manière que les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants sont français avant d'être catholiques, orthodoxes ou protestants. De la même manière que ceux qui sont athées ou agnostiques ou bouddhistes ou je ne sais quoi, ça n'a pas à être pris comme première identité. Vous comprenez ce que je veux dire? La religion, quelle qu'elle soit, ne doit pas être prise comme la première identité d'une femme, d'un homme ou d'une jeune fille ou d'un garçon. La religion, c'est et c'est un croyant qui vous le dit. Hein. La religion, c'est probablement la chose la plus personnelle, la plus intime, la plus profonde. Mais ça veut dire que l'État n'a rien à voir. Mais ah non, je ne dirais pas ça. Quand vous avez le problème du voile, qui est un problème public, dont a parlé Nicolas Sarkozy d'ailleurs, dont vous savez que j'avais pris la première circulaire sur le voile comme ministre de l'Éducation. Il y a bien donc quand même une interférence à un moment de l'État. Écoutez, nous avons une loi. Alors, est-ce que c'est une loi de l'État? Je ne sais pas. Enfin, nous avons une loi. La société française a choisi qu'en France, on ne pouvait pas vivre à visage couvert. Que quand vous sortez, il faut qu'on puisse regarder votre visage. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité, je crois, ou en tout cas à une très très large majorité, et que j'ai votée, moi, parce dans son texte, elle ne prenait pas en compte une religion. Il y a eu beaucoup d'abstention. Elle était, je suis pas sûr, cette loi, elle touchait toutes les
toutes les manières d'être qui voulaient dissimuler le visage. Parce que notre société est celle du visage découvert. Comme ça, et il n'y a aucune raison d'en changer. Je veux dire, il faut comprendre que nous sommes une société avec, comme aurait dit le général de Gaulle autrefois, son caractère propre. C'est-à-dire ses traits de culture, de manière d'être, et nous devons y être attachés et les défendre. Voilà sur ce point. Mais sur la religion, je reviens au sujet. La laïcité, ça consiste à respecter les choix profonds, personnels, familiaux de chacun des Français, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne le soient pas, et à faire que ce monde-là, c'est le sens même de la laïcité, forme ensemble un seul peuple. Laos, l'origine de laïkos, c'est un mot grec qui veut dire peuple. Nous formons un seul peuple, bien qu'ayant des sentiments religieux différents. Et il faut que l'État soit là, et la puissance publique, pour garantir le fait que nous allons pouvoir vivre ensemble et pas nous retrouver dans une guerre de religion. C'est au moins l'héritage d'un de mes amis qui s'appelle Henri IV. Très brièvement et très précisément, est-ce que ça veut dire que l'État doit prendre en charge la formation des imams en France ? S'il peut y aider, je trouverais ça bien. Vous savez, la séparation de l'Église et de l'État, c'est pas une séparation absolue. C'est un principe de séparation. Mais toutes les églises et les cathédrales, elles appartiennent aux collectivités locales ou à l'État. Les cathédrales à l'État, les églises aux collectivités locales, du moins celles qui ont été construites avant le XXe siècle. 1905. Et donc, vous voyez bien qu'on peut trouver, et personne ne voit ça comme une atteinte à la laïcité. Donc, il faut avoir suffisamment de sensibilité, de sens de la nuance et du compromis, ce qui est le cas des pères de la loi de 1905, où il y a de très grands noms, y compris laïcs, qui ont essayé de trouver le meilleur équilibre possible pour qu'on vive ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois, du caractère de la France. On va parler du caractère du centre. Frédéric Dumoulin. Oui, donc on a vu que François Hollande avait fait une apparition surprise hier à la conférence de presse donnée par Jean-Louis Borloo sur sa fondation pour l'énergie en Afrique. Est-ce que ça vous a fait sourire, ça vous a irrité ? Enfin, quel a été votre... Non, si vous me demandez si vous ça êtes m'a fait sourire, un centriste heureux. Si ça m'a fait sourire, oui, franchement, oui. Donc, Pourquoi alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Vous y voyez de la récupération ? Il y a des gens... Oh non, comment vous pouvez avoir une idée comme ça, Monsieur Dumoulin, franchement, je vous trouve tellement audacieux, insolent. Vous croyez qu'il y a la moindre trace de récupération dans ces affaires-là ? Très loin de moi cette pensée. Mais enfin... Alors, expliquez-nous. Mais enfin, pour répondre à vos arrière-pensées, à vous, il y a deux visions du centre. La première vision est celle du Parti socialiste, de l'UMP et, hélas, d'un certain nombre ou d'un nombre certain de ceux qui s'intitulent centristes. Cette vision est que le centre est une succursale. Le destin du centre est d'être une succursale, c'est-à-dire d'être... alors on peut employer tous les mots que vous connaissez, la roue de secours, le strapontin, l'allié commode, des deux grands partis qui assurent le monopole du gouvernement. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et d'ailleurs quelquefois les mêmes qui vont tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et moi je défends une autre vision, mais alors radicalement différentes, sur le fond, sur l'esprit des choses, sur leur nature. Je défends l'autre vision, qui est le centre est un courant politique à part entière indépendant. C'est la vision de Giscard. Français sur 3 de 78. Ça a été à un moment donné la vision de Giscard, et c'était le moment le plus grand de son histoire. Ça a été la vision d'hommes comme Robert Schuman, ça a été la vision de
de tous ceux qui ont créé cette famille politique mais là, dans ces différentes... Ça veut dire que Jean-Louis Borloo est devenu le strapontin de François Hollande. Je ne dis c'est une rien. bonne question, ça. Je ne dis rien. Question. Je répondais au sourire que Frédéric Dumoulin avait utilisé. Il y a celle de Jean-Louis Borloo, si je comprends bien. Jean-Louis Borloo, il a dit. Permettez-moi, Jean-Louis Borloo est sorti de la politique et je veux pas avoir du tout de ce genre de débat. Il est vraiment sorti définitivement de la politique. Je dis que, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Je dis que, de manière très très claire, pour qui sait lire, il y a ces deux visions. Le centre, qui va toujours s'instaurer en pseudopode d'autres formations politiques. Et vous, alors, vous voulez... Et le centre, dont j'ai porté l'idée depuis des années et même le drapeau assez souvent, le centre qui dit « Nous ne sommes pas solubles dans une alliance ou dans une autre. Nous pouvons être alliés à égalité de droits et de devoirs. Mais notre mission est de porter une vision radicalement différente du débat, de l'organisation politique qui a conduit la France dans le mur où elle se trouve. Centrale de la majorité d'idées dont vous parliez, c'est ça ? Doit être producteur de majorité. Mais alors pas soluble. Un axe central et pas perpétuellement aligné. D'un côté ou de l'autre, et parfois des deux. Alors vous dites pas soluble, mais on vous a entendu, vous êtes a priori derrière Alain Juppé. Alors, avec. Ça, il faut qu'on derrière. Avec. C'est très. Je vais essayer de le dire de la manière la plus simple. Hein. Allons-y. Aujourd'hui, il y a un mouvement de communication qui tente à faire croire que le destin de la France va se jouer dans un choix ternaire entre Hollande, Sarkozy, Le Pen. Et vous dites, c'est pas le cas. C'est ça Or, je vous dis qu'il y a des millions de Français, et j'en suis, qui disent franchement, on va pas recommencer dans cette espèce de fatalité-là, avec les mêmes caricatures, les mêmes simplismes, les mêmes réflexes pour moi, qui sont pas profondément civiques. La même manière de raconter des histoires aux gens, la même manière de faire des promesses et de considérer toujours que ce qui vient de l'autre camp est horrible, même si c'est au mot près ce que vous pensez. Vous nous dites en 2017, on peut pas avoir le même match qu'en 2012. Voilà, c'est aujourd'hui la phobie d'un très grand nombre de Français et une partie du succès de Marine Le Pen, qu'il n'y ait pas d'offre de renouvellement de la vie politique française. Je suis attaché à cette offre de renouvellement de la vie politique française. Quand je regarde le paysage politique comme il est aujourd'hui, il y a un élément qui peut permettre ce renouvellement. Ça aurait pu être d'autres, dans d'autres circonstances. Mais il y a un élément, une personnalité qui peut apporter un renouvellement, à mes yeux, favorable de la vie politique française, c'est Alain Juppé. Voilà pourquoi je dis, c'est pas le plus novateur. Mais heureusement, madame, jeunesse et innovation, c'est pas tout à fait la même chose. Et alors, on se demande aussi. Et d'une certaine manière, c'est heureux. Et donc je dis très simplement, avec l'idée qui est la mienne que il faut arrêter de poser les questions uniquement en pensant à soi-même ou à son parti. Oh, vous y pensez quand même un peu. Non. Un homme politique qui ne pense pas. Ou à son parti. C'est pas un homme politique. Eh bien, écoutez, peut-être qu'il y a des moments dans la vie où les choses sont comme ça. Alors, on va vous poser la question directement. Non, laissez-moi finir. Comme je pense que l'heure est suffisamment préoccupante, pour ne pas dire grave, inquiétante, peut-être tragique. L'heure est suffisamment grave pour que on essaie, chacun d'entre nous, de ne pas penser à soi-même. Et donc je dis, puisqu'il y a une possibilité, c'est une possibilité, c'est pas une certitude, hein, une possibilité qu'on renouvelle l'approche politique et que Alain Juppé paraît pour l'heure en situation de pouvoir le faire, eh bien je dis, je suis avec lui. Vous êtes avec lui, mais vous le connaissez bien. Je suis avec lui sans la moindre, sans le moindre compromission
Je veux dire, je suis avec lui sans penser à des manœuvres de quelque nature qu'elles soient. Je suis avec lui parce que il me paraît aujourd'hui, 2015, mars 2015, il me paraît aujourd'hui un élément de renouvellement possible. Alors, vous avez vu que vous connaissez très très bien. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va caler ou pas? Non, je pense qu'il est déterminé. Pourquoi? Je pense qu'il est déterminé. Vous l'avez dit. Bien sûr, vous imaginez pas que j'ai pris ces positions sans avoir jamais discuté avec lui du sujet. Il est déterminé parce que je pense qu'il est dans un moment heureux de sa vie politique, qu'il a été, comme ça arrive à chacun d'entre nous, très très blessé d'un moment d'injuste impopularité. Injuste. Et donc, il est heureux comme maire de Bordeaux, comme je suis heureux comme maire de Pau. C'est une fonction que nous remplissons l'un et l'autre avec bonheur et beaucoup d'autres maires, heureusement en France. Pas de tentation et donc, je pense qu'il est déterminé. Après, c'est un combat, non pas dur, mais éprouvant. Et il a l'air aussi d'être heureux quand, dans une réunion de l'UMP, il est sifflé quand il prononce le nom de François Bayrou. Oui, mais je pense qu'il a fait exprès ce jour-là. Mais il est heureux de ça. Qu'est-ce que ça voulait démontrer ? Je pense qu'il était content de se distinguer d'autres intervenants. Deux intervenants, Nicolas Sarkozy, qui vous qualifie de très... Ce sont les militants au départ qu'il faut convaincre. C'est pas les Français. Mais je sais que parmi les sympathisants de l'UMP, parmi les adhérents de l'UMP et parmi les militants de l'UMP, il y a des gens très bien. Il y a des gens qui sont sincèrement engagés. Après, il y a une frange qui est une frange qui ne rêve que de stigmatisation et de guerre à mort contre ceux qui... Mais je les ai vus, permettez-moi de vous dire. Il y a des dirigeants du MP laissez-moi finir ma phrase. Laissez-moi finir ma phrase. Je les ai vus, les mêmes sensibilités, siffler sur Nicolas Sarkozy et même cracher sur lui. Quand ils étaient avec Balladur. Quand il avait, guillemets, trahi Jacques Chirac pour aller avec Édouard Balladur. Alors, ce que vous dites... les mots les plus horribles, blessants, les condamnations les plus... c'était à Nicolas Sarkozy qu'elle s'adressait. Oui, et donc, c'est très simple. Mais ce jour-là, je crois qu'Alain Juppé a eu envie de se distinguer. Et alors, se distinguer, on vous connaît depuis un certain nombre d'années, vous avez été plusieurs fois candidat à la présidentielle, et on se dit, François Bayrou, quand même, il rêve toujours d'être président de la République. Eh bien, je regrette. Si vous croyez que c'est un rêve... Un rêve ou une volonté de servir le pays. Si vous croyez que c'est un rêve, vous ne comprenez pas ce qu'est ce type de responsabilité. Non, mais un rêve dans le sens volonté de servir le pays. Est-ce que je suis, et même est-ce que j'ai été, mais enfin, disons je suis, dans l'obsession de l'élection présidentielle, écoutez-moi bien, non. Je sais que c'est terriblement éprouvant, c'est le mot que j'indiquais il y a une minute. C'est terriblement éprouvant. L'élection est terriblement éprouvante. Et je crois l'exercice de la fonction aussi. Et il se trouve que je plaide pour qu'aujourd'hui nous regardions la situation en se disant est-ce qu'on peut oublier notre intérêt personnel ou partisan pour penser à une démarche plus constructive et collective. Eh bien, c'est le choix que je fais en vous disant Alain Juppé étant cet élément de renouvellement, je suis avec lui. Mais s'il n'y est pas, s'il n'y est pas, on verra. Voilà. Et je serai totalement libre. Vous serez totalement libre. Donc vous pourrez être candidat. Pourquoi aujourd'hui, pour vous, Alain Juppé incarne le renouvellement ? Mais parce que sa ligne politique, sa manière d'être et sa sensibilité ne sont pas de celles qui coupent le pays en désignant les autres comme des ennemis, mais au contraire, c'est une ligne de réforme et de rassemblement. Il dit, il faut faire les choses, mais on n'arrivera pas à les faire les uns contre les autres, et il a dit que la majorité à laquelle il songeait, c'était cette majorité d'arc central que j'ai définie moi-même souvent, la majorité réformiste qui va de gens qui se sentent
à gauche et qui sont déçus, à des gens qui sont à droite et qui sont réformistes. Est-ce que dans votre cas d'homme politique, de personnalité politique de premier plan, vous êtes dit à un moment, il faut donner des fessées à certains qui sont autour de moi? Il y a une oui, je crois même avoir vécu vécu avec une gifle il y a longtemps, 2002, cette affaire. Je vais vous dire les choses. Qui vous faisait les poches. Je trouve consternant que le Conseil de l'Europe, que je ne confonds pas avec les institutions de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays, à l'intérieur desquels, excusez du peu, il y a la Russie et l'Ukraine, et l'Azerbaïdjan et quelques autres démocraties, terres sensibles, que le Conseil de l'Europe, en soi, à ne pas prendre des positions fortes et contraignantes sur l'horreur qui se passe en Ukraine, sur ce qui s'est passé il y a quelques mois en Crimée, laisse se développer des guerres civiles, et en soi à prendre des décisions pour dire la France doit prendre une loi contraignante sur la gifle et la fessée. Ça fait détester l'Europe, ça, ou pas? J'y viens, excusez-moi. Je dis ça comme quelqu'un qui a suffisamment d'enfants et qui a fait œuvre d'éducateur toute sa vie, avec la fessée, pour savoir que la violence n'est pas éducative. Mais quelquefois, il arrive dans la vie que c'est comme ça. Si on veut, chacun d'entre nous le sait et a vécu des. Donc, franchement, qu'une institution comme celle-là en soit arrivée à oublier l'essentiel pour s'occuper de choses tellement je trouve que c'est affligeant. Et est-ce que c'est de nature à faire détester l'Europe? Et c'est de nature, injustement, à faire porter le soupçon sur l'Europe, qui s'occuperait de choses secondaires et jamais de l'essentiel. Je répète que le Conseil de l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne, c'est une institution intergouvernementale et interparlementaire qui compte 47 pays, donc ça n'a rien à voir, mais cependant, cette espèce de d'égarement dans l'accessoire est affligeant. Pour moi. Une dernière question de Françoise Fressoz. À chaque fois qu'on voit un responsable UMP, il dit il faut que François Bayrou, pour revenir vers nous, s'excuse d'avoir voté François Hollande. Est-ce que vous vous excusez? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous vous excusez? Voilà, c'est très très simple. Quand je fais des choix profonds. J'ai pensé en 2012 qu'il fallait une alternance pour la France, pour deux raisons, parce que le chemin pris, l'orientation prise par Nicolas Sarkozy me paraissait aller dans un sens qui ne rendait pas service au pays, que ses résultats me paraissaient pour le moins faibles et son action pour le moins inconsistante jusque-là, et donc il fallait une alternance pour que le Parti socialiste soit mis au pied du mur, et qu'au pied du mur on voit ce que valait son idéologie qu'elle allait abandonner. Et ce choix de l'alternance de 2012, vous vous imaginez pas que je l'ai jamais... Pas d'excuses, pas de regrets. Ni de près, ni de loin. Je vais vous dire une chose. On arrive à la fin, oui. J'ai été déçu depuis 2 ans et demi par François Hollande, très souvent. Très souvent. Et pour des raisons profondes. J'ai été en désaccord avec lui. Et cependant, ce choix de l'alternance, il était bon pour le pays, il était fondé pour le pays. Il y a un ami de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Alain Minc, vous voyez que je vais chercher mes exemples, et qui a dit dans une interview en 2012, si Nicolas Sarkozy avait été réélu, il y aurait eu des mouvements violents dans le pays. Eh bien, moi, je pense que ce choix-là était un choix qui a permis au pays de révéler la vacuité de l'idéologie du PS et que c'est un pas en avant qui a été fait. C'est la fin de Question d'Info. Merci François Bayrou.